J'avais 20 ans quand ils m'ont rasé la tête pour la première fois, et je jure que ce n'était pas de l'hygiène. Ce n'était pas une maladie, c'était une sentence, une punition pour un regard. J'avais croisé les yeux d'un soldat allemand sans baisser les miens, et quand il m'a ordonné de courber la nuque, je ne l'ai pas fait. Sur le moment, je n'ai entendu qu'un ordre de plus. 3 jours plus tard, j'ai compris que j'avais signé ma condamnation. On m'a traîné au centre de la cour du camp, en plein novembre, là où la boue est froide comme une tombe et où l'air vous coupe les lèvres. On m'a forcé à m'agenouiller. 6 femmes étaient là, immobiles, muettes, les yeux fixés sur le sol comme si regarder pouvait tuer. Le soldat qui tenait les ciseaux empestait le mauvais cognac et la sueur rance. Les lames étaient rouillées. Il a commencé par la nuque, sans douceur, sans hâte, avec une lenteur calculée. Il tirait sur chaque mèche avant de couper, comme s'il voulait que la douleur s'imprime dans ma peau, dans ma mémoire, dans ma honte. Les mèches châtaines tombaient dans la flaque sale, une à une, comme des morceaux de moi qu'on jetait au pied du camp. Quand il a eu fini, j'ai passé la main sur mon crâne. Je n'ai trouvé que la peau froide, rugueuse, exposée à tout. Un rire a éclaté derrière moi. Je n'ai pas levé la tête. Je regardais mes cheveux mélangés à la boue, et j'ai senti quelque chose se déchirer à l'intérieur. Pas seulement ma fierté, mais mon identité. Parce que ce rituel n'était pas une simple humiliation. C'était un code, un marquage, un avertissement silencieux entre eux. Celle-ci est rebelle, celle-ci est dangereuse. Celle-ci peut recevoir un traitement que personne n'écrira jamais dans un rapport. Je m'appelle Maëlys Corvignon, et pendant plus de 60 ans, j'ai porté ce secret comme une brûlure sous la peau. Mon arrestation avait eu lieu en mars 1943, dans ma petite ville près de Reims, au cœur de la Champagne grise. Ma mère disait « baisse les yeux ». Je n'y arrivais pas. Je cachais des provisions destinées aux Allemands. Je faisais passer des messages. J'aidais des familles juives à accumuler de faux papiers sous les planches d'une grange. Rien d'héroïque, juste des gestes têtus pour rester humaine. Jusqu'au matin où 4 soldats ont frappé à notre porte et où j'ai compris au tremblement de la main de ma mère que plus rien ne serait jamais bien. Quand ils m'ont embarqué, l'aube n'était même pas levée. Le 18 mars, l'air sentait la cendre humide et le métal froid. 4 soldats ont envahi la maison sans enlever leurs bottes, laissant des traces de boue sur les carreaux, comme s'ils voulaient souiller jusqu'au sol. Mon père a parlé, calmement d'abord, puis de plus en plus vite, comme si les mots pouvaient servir de bouclier. L'un d'eux l'a coupé net. Il l'a plaqué contre le mur, la crosse du fusil enfoncée dans sa poitrine, et j'ai entendu le souffle de mon père se casser, un bruit sec, humiliant, qui m'a donné la nausée. Ma mère a serré ma main si fort que mes doigts ont blanchi. Elle m'a murmuré que tout irait bien, mais sa voix tremblait comme une vitre sous le gel. Je savais qu'elle mentait, et ce mensonge-là m'a fait plus mal que les cris en allemand. On ne m'a pas laissé prendre un manteau digne de ce nom. On m'a tiré dehors, et la rue semblait regarder sans aider. Fenêtres closes, rideaux immobiles, silence épais. 7 autres femmes attendaient déjà, certaines âgées, d'autres à peine plus jeunes que moi. Toutes avaient le même visage, celui de celles qui comprennent que la vie vient de basculer et qu'aucune prière n'arrêtera la machine. On nous a entassés dans un camion militaire sous une bâche sans fenêtre. Il faisait noir, l'air manquait et l'odeur était celle d'une peur animale, mêlée de sueur froide, d'urine, de tissus mouillés. Chaque chaos nous frappait les côtes et personne ne parlait. Nous respirions en silence, comme si un mot pouvait attirer la mort. Après des heures, le camion s'est arrêté. Quand la bâche s'est soulevée, une lumière crue m'a aveuglée. J'ai vu les barbelés, les tours de garde, les projecteurs qui balaient les corps comme des couteaux. Un portail de fer s'ouvrait sur une cour où le sol était dur et sale, piétiné par des milliers de pas qui n'avaient pas choisi d'être là. On nous a fait avancer en file indienne. Tout était organisé, froid, administratif, et c'est ça qui glaçait le sang.
La cruauté n'était pas une crise de rage, c'était une routine. Nom, âge, origine, crime. Quand mon tour est venu, il n'y avait pas de crime, seulement un mot griffonné au crayon sur une fiche brune, rebelle. Ce mot m'a déshabillé plus sûrement que n'importe quel ordre. Les premiers jours, j'ai voulu comprendre les règles, comme si comprendre pouvait protéger. Réveil avant l'aube, appel dans la cour glacée, comptage des têtes, encore et encore, comme si nous étions du bétail, une tasse de café fait de racines brûlées, un morceau de pain noir si dur qu'il blessait les gencives, puis le travail, cuisine, couture d'uniforme, latrine, bois, fosse dans une terre gelée. Mais très vite, j'ai vu qu'il existait une autre catégorie, un couloir invisible dans l'enfer. La nuit, des noms étaient appelés, des femmes partaient, certaines revenaient avec un regard vide, d'autres ne revenaient pas. Elles avaient toutes quelque chose en commun, quelque chose que je n'ai compris qu'en tremblant, elles étaient marquées, et moi, sans le savoir, je marchais déjà vers ce marquage, comme une proie guidée par les rails d'un système. Il m'a fallu 2 semaines pour comprendre ce que signifiait vraiment ce silence nocturne, ces noms arrachés au sommeil comme des condamnations murmurées. Chaque soir, quand la lumière s'éteignait dans le baraquement, je sentais la peur s'installer, avant même que les pas ne résonnent dehors. Les femmes retenaient leur souffle, certaines priaient à voix basse, d'autres fixaient le plafond, les yeux grands ouverts, comme si dormir pouvait être dangereux. Puis la porte s'ouvrait, et un soldat criait un nom. Une femme se levait, enfilait son manteau trop fin et disparaissait dans la nuit. Quand elle revenait, si elle revenait, elle n'était plus la même. Son regard ne cherchait plus rien. Son corps avançait mécaniquement, comme vidé de l'intérieur. C'est là que j'ai compris le lien. Toutes ces femmes avaient le crâne rasé. Pas comme les autres détenues, tondues rapidement à l'arrivée, non. Leur tête était nue, brillante sous la lumière, exposée comme une plaie ouverte. Le 23e jour, mon nom a été crié. Maïs Corvignon, debout. Mon ventre s'est noué si fort que j'ai cru vomir. Les autres femmes ont détourné les yeux. À cet instant, je n'existais plus pour elles. On m'a conduite dans une petite pièce sans fenêtre, éclairée par une ampoule nue qui bourdonnait faiblement. Une chaise au centre, un seau sale dans un coin. 3 hommes en uniforme attendaient. Le plus âgé tenait des ciseaux. Il m'a ordonné de m'asseoir. J'ai hésité une seconde. Sa voix est devenue plus dure. Je me suis assise. Il a saisi mes cheveux, a tiré ma tête en arrière sans prévenir, et les lames ont commencé leur travail. Je sentais le métal froid toucher ma peau, les mèches tomber sur mes épaules, sur mes genoux, sur le sol. Chaque coup de ciseau était une humiliation, précise, méthodique. Il n'y avait pas de miroir, mais je n'en avais pas besoin. Je sentais qu'on m'arrachait quelque chose d'irréversible. Quand il a terminé, j'ai passé la main sur ma tête. Je ne me reconnaissais plus. L'un des soldats a ri, les autres aussi. Puis on m'a ramené dans le baraquement, mais pas avec les autres. On m'a placé dans une section séparée, là où toutes avaient le crâne rasé. C'est à ce moment-là que la vérité s'est imposée, froide et claire. Ce n'était pas une punition, c'était un marquage, un code visuel, une manière de dire à distance lesquelles d'entre nous étaient rebelles, dangereuses, disponibles pour ce qui ne devait jamais être écrit. Et en m'allongeant cette nuit-là sur une paillasse humide, j'ai compris que le pire n'avait pas encore commencé. À partir de ce jour-là, tout a changé, sans que rien ne soit officiellement annoncé. Nos horaires n'étaient plus les mêmes. Nous nous levions avant les autres, dans un froid encore plus cruel, quand la nuit collait toujours au baraquement. Nos rations étaient plus petites, nos tâches plus lourdes, et surtout, nous étions appelés plus souvent. On ne criait pas toujours nos noms. Parfois un soldat entrait, promenait son regard sur nos crânes nus et pointait simplement du doigt. Ce geste suffisait. Le vendredi soir était le pire. Nous l'attendions avec une peur sourde qui commençait dès le matin. À la tombée de la nuit, le camp semblait retenir son souffle. Après minuit, les portes s'ouvraient. Des bottes s'entraient, des lampes torches balayaient nos visages rasés. Toi et toi. La femme désignée se levait sans un mot, enfilait un manteau trop léger et disparaissait. Nous restions allongés, les yeux ouverts dans le noir,
comptant les respirations, priant sans croire. Certaines revenaient avant l'aube, tremblantes, incapables de parler. D'autres ne revenaient que des jours plus tard, marchant comme des corps vides. Certaines ne revenaient jamais. Personne ne posait de questions. Dans le camp, le silence était une règle de survie. Les nuits étaient longues et glaciales, le vent s'infiltrait par les fentes des planches mal ajustées. Nous dormions serrés les unes contre les autres, non par affection, mais parce que la chaleur humaine était la seule chose qui nous maintenait en vie. J'entendais des sanglots étouffés, des murmures de prières dans des langues que je ne connaissais pas, des respirations irrégulières qui parfois s'arrêtaient au milieu de la nuit. Un matin, Simone ne s'est pas réveillée. Elle avait 42 ans, venait de Lyon et avait été arrêtée pour avoir caché des enfants juifs dans sa cave. Son corps était froid, rigide. Personne n'a pleuré. Nous n'avions plus de larmes. Les jours se confondaient. Appels, pain noir, café amer, travail jusqu'à l'épuisement. Et pour nous, les femmes au crâne rasé, il y avait autre chose. Un bâtiment à l'écart que les autres appelaient le bloc médical. Il n'y avait rien de médical là-dedans. La première fois qu'on m'y a emmené, l'odeur m'a frappé comme un mur. Désinfectant, sueur froide, quelque chose de métallique et de pourri à la fois. On m'a posé des questions, noté des chiffres, observé comme un objet. Puis une aiguille a pénétré mon bras sans avertissement. Le liquide brûlait en se répandant dans mon sang. J'ai eu de la fièvre toute la nuit. Personne n'a expliqué, personne n'a consolé. J'ai compris alors que nous n'étions plus seulement des prisonnières, nous étions devenus du matériel. Et ce système précis, silencieux, organisé, commençait à nous consumer de l'intérieur. Les convocations se sont répétées, toujours imprévisibles, toujours plus longues. Parfois ils prenaient seulement du sang, notant nos réactions comme on observe un animal blessé. D'autres fois ils injectaient des substances inconnues, puis nous laissaient debout sous une lumière aveuglante pendant des heures, jusqu'à ce que nos jambes cèdent. Les semaines passaient, et les corps autour de moi changeaient. Certaines femmes perdaient leurs cheveux une seconde fois, même quand ils tentaient de repousser. D'autres développaient des plaies qui ne guérissaient jamais. Hélène, une femme calme aux mains tremblantes, s'est mise à saigner des gencives sans raison. 2 semaines plus tard, elle était morte. Les soldats ont parlé d'infection. Nous savions que c'était un mensonge de plus. Le vendredi soir continuait, implacable. Les officiers supérieurs arrivaient en voiture noire, bottes brillantes, voix basse, regard lourd. Après minuit, ils revenaient, ils entraient, choisissaient, repartaient. Marguerite avait 23 ans, venait de Marseille. Elle avait refusé de donner son nom à un soldat qui la harcelait. Quand ils lui ont rasé la tête, elle a pleuré 3 jours, puis quelque chose s'est fermé en elle. Un vendredi, elle a été désignée. Le lendemain, elle n'était pas revenue. 3 jours plus tard, on a retrouvé son corps près des latrines. Ils ont parlé de suicide. Nous avons vu les marques sur son cou. Nous avons vu les bleus. C'est à ce moment-là que j'ai compris que le crâne rasé n'était pas une simple punition, mais un système, un tri, une autorisation silencieuse donnée à ceux qui portaient l'uniforme. Si nous disparaissions, personne ne poserait de questions. Si nous mourions, il n'y aurait pas d'enquête. Nous étions déjà effacés. Puis, au milieu de cet enfer organisé, j'ai remarqué un soldat différent. Il s'appelait Friedrich Keller. Il ne criait pas, ne frappait pas. Il regardait au-delà des barbelés, comme absent. Un matin de décembre, alors que nous étions alignés pour l'appel, j'ai croisé son regard. Il n'y avait ni haine ni plaisir, seulement une fatigue profonde. Les semaines suivantes, je l'ai revu près du bloc médical, escortant des prisonnières sans brutalité. Dans un lieu où chaque geste pouvait tuer, cette absence de violence était troublante. Je ne savais pas encore que cette différence allait me sauver, ni qu'elle me condamnerait à porter une autre forme de douleur, plus silencieuse, plus durable. Un après-midi de janvier, j'ai été convoquée une nouvelle fois au bloc médical, mais dès l'entrée, j'ai compris que quelque chose avait changé. Les hommes en blouse blanche n'étaient pas là. À leur place se tenait un officier plus âgé, rigide, accompagné d'un jeune soldat que je n'avais jamais vu. L'officier m'a ordonné de m'asseoir et a ouvert un dossier épais
où mon nom apparaissait comme une erreur administrative. Il a lu à voix haute mon âge, mon origine, la mention « rebelle », puis il a posé une question en allemand. Le jeune soldat a traduit. Savais-je lire, écrire, compter ? J'ai répondu oui. Avant la guerre, j'étais institutrice dans une petite école près de Reims. Cette phrase m'a semblé venir d'une autre vie. 2 jours plus tard, on m'a retiré des travaux extérieurs. On m'a affecté à un bureau administratif, près du bâtiment principal. Je passais mes journées à classer des fiches, recopier des listes, archiver des rapports dont je comprenais à peine le sens. J'étais à l'abri du froid, je recevais une ration légèrement supérieure. Cette amélioration me dégoûtait autant qu'elle me sauvait. J'aidais à faire tourner la machine qui nous détruisait. C'est là que Friedrich Keller est réapparu. Il entrait, déposait des dossiers, repartait sans un mot. Puis un jour, il a laissé tomber un morceau de pain enveloppé dans un tissu. Je n'ai pas osé y toucher tout de suite. La faim a gagné. Les jours suivants, il a recommencé. Pain, fromage, une pomme. Il ne parlait jamais, mais chaque geste était un risque mortel pour lui. Un soir, il a fermé la porte derrière lui et a parlé français, maladroitement. Il a dit qu'il savait qui j'étais, qu'il trouvait cela injuste. J'ai failli rire. Il a dit qu'aider quelqu'un était sa seule façon de rester humain. À partir de là, un fil invisible nous a liés, fragiles, dangereux. Les autres soldats ont commencé à remarquer que je tenais debout, que mes joues reprenaient un peu de couleur, que mes cheveux repoussaient. Un officier est entré un jour, soupçonneux. Friedrich a menti pour moi. J'ai compris alors que cette protection pouvait se briser à tout instant et qu'en survivant, je marchais sur une ligne si fine qu'un seul regard de trop pouvait nous tuer tous les deux. C'est en classant des documents que j'ai commencé à comprendre l'ampleur réelle de ce qui se passait. Des listes, des colonnes de noms, de dates, de numéros, transferts, décès, disparitions. Au début, je recopiais mécaniquement, puis quelque chose m'a frappé. Les mêmes annotations revenaient toujours, les mêmes codes discrets, les mêmes mentions vagues. En croisant les fiches, j'ai vu le schéma se dessiner lentement, comme une vérité qui refuse de rester cachée. Toutes ces femmes avaient été rasées, toutes. Le crâne rasé n'était pas la fin, c'était le début, une sélection silencieuse. Celles qui portaient cette marque étaient utilisées pour des expériences médicales non déclarées, pour des tests de résistance, pour satisfaire les pulsions des officiers supérieurs qui savaient qu'aucun rapport ne serait jamais rédigé. Et quand leur corps cédait, quand elles devenaient trop faibles ou trop dangereuses, elles disparaissaient. Cause de décès inventée, registres falsifiés, fosse commune sans nom. J'ai montré ces documents à Friedrich un soir. Son visage s'est vidé de toute couleur. Il savait que des horreurs existaient, mais pas à cette échelle. Je lui ai demandé ce qu'il comptait faire. Il a baissé les yeux. Il a dit qu'il ne pouvait rien dénoncer sans être exécuté, que sa famille serait détruite, que cela ne changerait rien. La colère m'a traversé comme une lame. Je lui ai dit qu'il portait l'uniforme, qu'il obéissait, qu'il était complice. Il n'a pas répondu. Il est parti. 3 jours, il n'est pas revenu. 3 jours où j'ai cru être condamné. Le 4e jour, il est réapparu, avec un ordre officiel, un transfert à mon nom. Il avait falsifié ma fiche, changé ma classification. Il ne pouvait pas sauver tout le monde, mais il pouvait me sauver moi. Le départ a eu lieu une nuit de mars 1944. 10 femmes entassées dans un camion. Certaines pleuraient, d'autres se taisaient, persuadées que c'était la fin. Moi, j'avais un bout de papier froissé dans la poche, 3 lignes écrites à la hâte me disant de ne pas avoir peur. Le nouveau camp était plus petit, moins surveillé, près de la frontière suisse. Le travail était épuisant, 12 heures par jour dans une usine de pièces d'avion, les mains coupées par le métal, les poumons brûlés par la poussière. Mais là-bas, personne ne regardait nos cheveux. Nous n'étions plus marqués, juste des ouvrières anonymes dans une machine de guerre qui commençait à se fissurer. Les bombardements se rapprochaient, les gardes devenaient nerveux. Certaines nuits, nous prions pour que les bombes tombent sur nous, parce que mourir sous les bombes alliées, c'était au moins mourir libre. L'hiver 1944 a été le plus long de ma vie. Le froid tuait plus sûrement que les gardes. Chaque matin,
On découvrait des corps gelés dans les baraquements, rigides, silencieux. Comme s'ils avaient décidé de partir pendant la nuit. Les soldats ne prenaient même plus la peine de les enterrer. Ils les empilaient derrière les bâtiments, attendant que la terre dégèle. En avril 1945, tout s'est brusquement accéléré. Les gardes brûlaient des documents, détruisaient des registres, effaçaient les traces. Puis, un matin, ils ont disparu. Le camp s'est réveillé, sans ordre, sans cri, sans bottes. Nous sommes restés debout dans la cour, incapables de comprendre. 2 heures plus tard, les chars américains sont arrivés. Ils nous ont regardés avec des yeux horrifiés, ont distribué nourriture et couverture, mais beaucoup d'entre nous étaient trop faibles. 63 femmes sont mortes après la libération. Leurs corps n'ont pas supporté la liberté. Moi, j'ai survécu, sans savoir pourquoi. Je suis rentrée près de Reims pour ne rien retrouver. Ma mère était morte sous un bombardement, mon père avait été fusillé, ma sœur avait disparu. La ville n'était plus qu'un amas de ruines. C'est là que Friedrich m'a retrouvée. Il avait déserté, sa famille avait été jugée, son père exécuté. Nous étions 2 survivants d'un monde détruit, nous avons fui, vécu sous de faux noms, ouvert une petite librairie près de la frontière italienne. Nous n'avons jamais parlé du passé. Friedrich est mort en 1987, usé par la culpabilité. Je suis restée seule, jusqu'au jour où un jeune historien est venu frapper à ma porte. Il avait retrouvé mon nom dans des archives déclassifiées. J'ai parlé après 64 ans de silence. J'ai raconté le crâne rasé, le système, les femmes effacées. J'ai appris alors que nous étions des centaines, peut-être des milliers. Le monde n'avait pas voulu nous entendre. Je suis morte en 2014, à 91 ans. Si vous entendez ma voix aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a refusé d'oublier. Le crâne rasé n'était pas une punition, c'était une annihilation. Et tant qu'il restera une voix pour raconter, nous ne disparaîtrons pas complètement.